Bonsoir et bienvenue à votre podcast Les Ombres LGBTQ+, l'espace où la diversité s'épanouit et où les voix de la communauté LGBTQ+, sont entendues. Je m'appelle Bueno et avant de commencer, j'accueille mes amis Art et Yuri. Comment vous allez les amis? Salut Bon- Bueno et le Yuri, salut les ombres, j'espère que vous allez bien. Hello Bonsoir Art. les amis, bonsoir les hommes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va de mon côté. Coucou Yuri. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. C'est un sujet des plus profonds et des plus délicats, même au sein de cette saison, car il va traiter les thérapies de conversion. C'est important qu'on en parle car c'est une réalité aussi qui touche bon nombre de personnes au sein même de la communauté. Et pour ce faire, nous allons recevoir deux invités de marque, Stéphane et Rafata. Qui ont généreusement accepté de partager avec nous leur expérience personnelle et leur réflexion sur ce sujet qui est assez sensible et nous leur remercions généreusement pour ça. En effet, les thérapies de conversion, comme l'a dit Yuri, ont causé pas mal de souffrances inutiles à de nombreuses personnes. Et alors notre objectif aujourd'hui, c'est de briser le silence et de sensibiliser, mais aussi offrir un espace pour la guérison. Nous espérons que cet épisode permettra de mieux comprendre les conséquences de ces pratiques et surtout de soutenir ceux et celles qui en ont été affectés. Alors que vous soyez ici pour écouter, pour en apprendre davantage ou pour partager votre propre histoire, nous sommes unis dans cette quête de compréhension et de solidarité. Alors sans plus tarder, accueillons Stéphane et Rafata. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et à toutes. Je me prénomme Jonathan Thérésine, mais sur les réseaux sociaux, j'utilise le pseudonyme de Rafata. Je suis originaire de l'île de la Guadeloupe. J'ai 33 ans et depuis 2015, je vis au Canada, plus précisément dans la province du Québec, à la ville de Saint-Jérôme. Et je suis étudiant en éducation spécialisée. Bonjour, moi c'est Stéphane, Stéphabulus une star. Moi je suis un enfant du monde, je vis au Canada depuis 2012 et je travaille en milieu informatique. Merci Stéphane, merci Rafata de nous rejoindre aujourd'hui. Comme première question, nous allons vous demander de nous parler un peu de votre enfance. Dans quel milieu vous avez grandi? J'ai grandi dans un milieu qui était très toxique parce que, étant né de sexe masculin, il y avait des codes spécifiques pour les personnes nées avec un zizi qu'il fallait qu'il, euh, qu'on devait suivre. Ne pouvant pas suivre justement ces codes-là, ben, on m'a tout de suite étiqueté, vous voyez, d'homosexuel. Parce que vous savez déjà, les garçons, ils doivent aimer jouer au camion, aimer les jeux de bagarre, s'asseoir les jambes écartées à 360 degrés. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Moi, j'ai toujours été attiré de base par des jeux codifiés pour les filles, les poupées, les dinettes, etc., etc. Donc, tout de suite, on a commencé à dire de moi que je suis homosexuel. Je me rappelle, les gens disaient à ma mère, mais ton fils, il est PD. Ton fils, c'est un PD. Regarde, il se met à jouer aux poupées. Il n'aime pas le foot, etc., etc. Donc, vous voyez, ça a été difficile, surtout depuis mon plus jeune âge, parce que j'étais un enfant et j'entendais les adultes me qualifier de la sorte, alors que je ne savais même pas quelle était mon identité à l'époque. Donc, je vous avoue que oui, ça a été quand même difficile et une période assez lourde et déprimante. Et comme le disait Julie Zenati dans une de ses chansons, je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un long combat. Alors mes racines, je les ai d'un village de l'ouest du Cameroun. Et culturellement parlant, euh, on est très centré sur l'homme, sur le patriarche, sur la virilité. Et être né déjà pas seul, donc jumeau, mais en plus être né efféminé, faisait que on passait ma vie à me comparer à mon frère, mais aussi à me comparer aux autres garçons autour de moi. Je ne leur ressemblais pas. Je n'avais pas envie d'aller jouer au ballon parce que pour moi, courir derrière une balle, c'était courir comme un chat derrière une motte de foin, ça ne me disait rien. J'avais envie de jouer à la poupée, à la dinette. Je voulais tresser des cheveux, je voulais porter des bébés. Et très vite, les hommes de ma famille m'ont montré leur désapprobation. Et assez rapidement, dans le quartier, que ce soit à la maison, à l'école, je me faisais railler, me faisais insulter, me faisais intimider parce que j'étais très différent, j'étais trop féminin.
Et mon petit nom que les gens me donnaient, c'était Famlet. Et ça a été le fardeau de mon enfance. J'aimerais savoir quelle est l'évolution que vous avez eue qui vous a amené à faire des thérapies de conversion. Quels ont été les rapports autour de votre personne et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en train de devoir faire des thérapies de conversion en fait? Quelle était l'évolution qui a mené vers ce chemin-là? Alors, moi, déjà, je ne savais pas hein, ce que c'était. D'ailleurs, c'est Stéphane qui m'avait aidé à mettre vraiment le nom sur les pratiques que j'ai fait pendant des années. Alors, ce qui m'a amené à ça, c'est que tu vois, par rapport à ce que j'ai expliqué en répondant à la précédente question, justement, le comportement des membres de ma famille, même aussi de l'entourage, parce qu'un peu comme Stéphane, quand j'allais aussi à l'école, on me traitait de femmelette ou bien de fillette parce que je n'étais pas, je n'avais pas un comportement de garçon. Et ce qui fait que moi, j'ai ressenti ce rejet, cette forme de rejet, et j'avais ce sentiment en fait de ne pas être aimé, de ne pas être désiré. Et ce qui fait que ça a beaucoup agi sur mon estime, ça a beaucoup agi aussi sur cette confiance que j'ai de moi. Et à un moment donné, c'est ça aussi qui m'a amené à faire des tentatives aussi de suicide, parce que j'avais ce sentiment en fait d'être inutile, vous voyez, sur cette terre. Donc, je me suis dit, vu comment les gens sont avec moi, vu que je suis une honte pour ma famille, je suis une honte à l'école, mes camarades se moquent de moi, on m'intimide psychologiquement, parfois physiquement. Donc, ça sert à quoi en fait? Et puis, quand j'ai pu entendre parler d'une possibilité, je ne savais pas que c'était la thérapie à l'époque, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? Ça peut être une option, en fait, pour peut-être me permettre de regagner l'amour, l'affection de mes proches et de mon entourage, pour que je puisse leur faire sentir, en fait, que j'ai le droit d'exister et qu'ils soient fiers de moi, en fait. C'est comme ça, en fait, tu vois que ça a commencé pour moi, mais c'est pas parce que ça ne m'a pas paru être la solution miracle. Ça m'a juste permis d'être un moyen pour pouvoir me faire accepter de mes proches et de mon entourage beaucoup plus large. Alors, comme je vous disais, j'ai un background très, très religieux. Et très vite, j'ai compris, de par les pressions que j'avais, que ce que j'étais n'était pas convenable. Être efféminé n'était pas convenable. Alors, le choix qui me restait, ben, c'était de me conformer, de faire des efforts, de me plier à ce que je percevais comme ce que je devrais être. Je me suis donc ainsi plongé dans la religion. Euh, pour moi, Dieu était le seul qui pouvait me guérir de ce que je percevais comme un mal. J'ai vraiment longtemps prié pour qu'il me délivre de ça parce que je savais que ce qui m'attendait, c'était le rejet, c'était les flammes de l'enfer et déjà une vie pas heureuse, ensuite les flammes après la mort. Franchement, je me souhaitais pas de continuer de souffrir de même. Et sous le poids des pressions, ben, j'ai fait ce que j'ai pensé être la solution, changer ma façon de m'habiller, essayer de me conformer dans mes choix de vie, euh, me mettre en relation avec une femme, vouloir construire une famille, faire comme ce qu'on attendait de moi. Et ça n'a pas marché. Et ce qui s'en est suivi, c'est la dépression. Une si forte dépression que tout ce que je voulais, c'est que ça s'arrête. Donc, je voulais seulement mourir. Je ne voulais pas continuer de vivre. C'était trop dur. Et c'est en prenant le train un matin que je tombe sur une dame qui me dit qu'elle a rêvé de moi et que je suis un oiseau que le ciel l'a envoyé sauver. Et je l'ai cru. Et c'est elle qui m'a amené dans mon premier centre de conversion. Est-ce que vous pourriez nous raconter du coup au moment où vous avez intégré du coup cette thérapie de conversion, comment ça s'est passé, comment ça a évolué par la suite? Par rapport à ce que Stéphane dit et aussi le recul que j'ai par rapport à tout cela, je me rends compte que, puisque thérapie de conversion ou bien thérapie de réorientation sexuelle, c'était vraiment en fait avoir tous les codes en tant qu'homme
qu'il faut avoir pour correspondre à l'hétérosexualité. Donc déjà, je me rappelle, puisque tout comme Stéphane, j'étais efféminé, j'avais une voix pas très grave pour un garçon, puisque les vrais hommes doivent avoir une voix grave. Moi, ma voix n'est pas grave. Et donc, c'est tout ceci, je me rappelle, je commençais à observer les mecs, entre guillemets, dits virils de mon quartier, comment est-ce qu'ils marchent. Donc, toute cette conversion a été déjà là dans mon comportement, dans ma démarche et ma gestuelle. Essayer de m'asseoir les jambes écartées, alors que ça, je déteste. Et parenthèse, hein, vous avez des politiciens, tout ça, qui sont hétérosexuels jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, officiellement, ils sont hétéros. Ils s'assoient les jambes croisées. J'entends personne crier homosexuel. Mais quand c'est monsieur tout le monde, tu as les jambes croisées, tu es un PD. Donc moi, cette hypocrisie-là, c'était mon petit coup de gueule. Parenthèse fermée. Donc, il y a déjà eu ça dans cette thérapie, sans même savoir, c'est marcher, changer ma gestuelle, même dans ma façon de manger, je vous dis, parce que tout, c'était, tu fais comme une fille, tu t'assois comme une fille, tu manges comme une fille, tout ça, j'ai dû changer en fait, vous voyez, parce que les vrais hommes, ils prennent pas leur temps de mâcher leurs aliments. Ils mangent comme des cochons et ils laissent traîner des miettes. Ça, c'est un vrai homme. Mais un homme qui va mâcher, ça, c'est... Non, non, ça, c'est une femme. C'est les femmes qui mâchent, qui mangent proprement. Vous voyez? Même écrire, comme moi, je m'appliquais dans l'écriture. Ah, tu écris comme une fille. Donc, j'ai même dû tout ça changer, faire en sorte à écrire mal pour que ça puisse paraître être une écriture de garçon, parce que c'est connu, hein, les hommes écrivent mal, les femmes écrivent bien. Donc, c'est tous ces trucs-là, ça, je vous avoue, ça a été compliqué, parce que Donc, je me rappelle, oui. tu veux dire que ta conversion a commencé par, enfin, tu veux dire que ta conversion a commencé mentalement par toi-même, par rapport au regard et au jugement des autres. Mais mentalement, et aussi, tu vois aussi dans, dans mon expression de genre. Parce que justement, et comme je te dis, l'expression, la façon de s'habiller, la façon de s'asseoir, la façon de Mhm. manger, même la façon de danser. Ah oui, parce que les garçons ont une façon de danser, vous voyez? Donc, tout ça aussi, il a fallu que je travaille là-dessus et je me rappelle, je me faisais entre guillemets coacher. On me disait, ah non, ça, les garçons ne font pas ça, les garçons ne font pas ça, les gars. Je me souviens de ça, je me dis, c'est ridicule, mais bon, à l'époque, voilà, comme je cherchais justement l'aval et j'avais besoin de ce groupe, d'être inclus dans le groupe, ben, ça a fait partie des choses que j'ai dû renoncer. Même essayer de courir après un ballon, comme dit Stéphane, alors que je déteste le foot. Jusqu'à date, je déteste. Mais comme c'est le sport de prédilection des vrais mâles, entre guillemets alpha, donc, j'ai un peu fait ça, au fur et à mesure. Je me suis conforté à tout ça parce que aussi, tout comme Stéphane, j'ai grandi aussi dans une, famille religieuse catholique. Donc, je pouvais pas me permettre, vous voyez, d'être homosexuel parce que c'était l'enfer garanti. Puisque c'est ça que j'entendais les gens dire, à ma mère ou bien dans le quartier. Donc justement, pour pouvoir regagner le paradis, ça a été ça. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé pour moi, pour commencer. Du coup, pour toi, Rafata, tu as commencé à t'imposer ces normes de toi-même, mentalement, un peu ces barrières par rapport au regard des autres, par rapport au jugement, etc., pour convenir aux normes de la société. Et donc, Stéphane, pour toi, ça a été comment? Alors, moi, je ne dirais pas que c'est vrai que je me suis imposé, c'est des règles, mais c'était pas vraiment, c'est pas vraiment, tu t'imposes pas par tout seul. La, la société te l'impose. Tu acceptes juste. Parce que moi, ben, quand je marchais dans la rue, je ne regardais pas mon derrière pour voir si mon derrière bougeait ou pas. C'est les autres qui me le disaient. Quand je jouais avec des filles, c'est parce que j'avais du plaisir à jouer avec elles. Pour moi, ce n'était pas anormal. C'est la société qui me le dit. Je ne faisais de mal à personne. Donc, mais ceci étant dit, la thérapie de conversion, pour moi, c'était un petit, c'est pas, on y va. C'est vrai que certains y vont de leur plein gré. Mais quand on dit de leur plein gré, c'est parce qu'on oublie la dimension, la société qui nous l'impose aussi. On n'y va pas parce qu'on a envie d'y aller, on y va parce qu'on a peur de perdre nos familles, parce qu'on a peur de perdre nos communautés, on a peur d'être rejeté. Alors on fait ce qu'il y a à faire pour se confondre dans la masse populaire.
Moi, mon expérience à la thérapie de conversion, ben, comme je vous disais tantôt, la dame que j'ai rencontrée dans le train, hein, ben, c'est elle qui me fait, qui m'introduit à la thérapie de conversion, me fait partie dans une église où, ben, je veux dire, j'allais avec elle en train à Mannheim et ben, finalement, j'allais, moi, faire quelque chose à Mannheim, mais j'ai changé de plan pour la suivre chez un pasteur qui a prié, dont la femme a prié sur moi pendant quoi, 4 heures de temps, avec un petit groupe de prière de femmes. Et on m'a fait boire des huiles et on m'a réinvité à l'église le dimanche. Et je suis retourné le dimanche. Et pendant ce dimanche-là, c'est le pasteur qui me fait appeler devant la congrégation, me déclare homosexuel devant tout le monde, dont je reçois les regards des approbateurs de tout le monde, et on m'invite à me laisser exorciser. Et il s'ensuit des prières de délivrance. Et parce que le résultat n'était pas, je veux dire, moi, je veux dire, je fermais les yeux, il prie, il me fait perdre d'équilibre, je tombe et on dit, ah, vous voyez le démon. Ben, moi, je dis, ah, ben, ok, ce démon, moi, je sais qu'il m'a fait, je n'avais pas d'équilibre, mais anyway. Alors, il me fait comprendre que il n'est pas, il me faut plus de support que ça. Donc, il fallait que je parte dans un centre. Et le centre en question, ben, ça coûtait de l'argent. Ça coûtait presque 8 000, c'était 7 000 les poussières d'euros, donc presque 8 000 euros pour un séjour de 4 semaines et demie. Mais j'avais pas les moyens de payer ça, j'avais pas les moyens, alors il fallait faire une levée de fonds. Donc, on Mais du coup, organise. Stéphane, avant, excuse-moi de te couper, comment ces thérapies de conversion ont été présentées à vous comme étant des solutions? Comment on vous les a vendues? Parce qu'on arrive à l'église et on prie. On prie sur moi et le pasteur dit qu'il sent que l'esprit est vraiment trop fort, que j'ai besoin de plus que juste la prière, que j'ai besoin d'un support, d'un centre où je vais avoir des gens qui vont être 24 heures sur 24 autour de moi, que je vais avoir des gens qui sont habilités, qui sont éduqués, qui sont formés à m'aider. C'est comme ça que c'est présenté. Et qu'à l'issue de ça, vous allez être des Oui. hétérosexuels. Ah, et qu'on allait Des... me présenter même des gens qui ont fait la thérapie et sont guéris aujourd'hui, ont des familles. Alors, dans le processus de levée de fonds, je vais donc rencontrer un pasteur à Paris qui, lui, a fait la thérapie de conversion et est censé être guéri. Et le pasteur me reçoit dans son bureau, est très content de me voir et m'invite chez lui. Ben, il m'avait parlé de sa femme, il m'a parlé de ses enfants, de ses petits-enfants. Donc, moi, quand je vais chez lui, je vais dans une famille. Cependant, à l'adresse qu'il m'a donnée, quand j'entre, je me rends compte que déjà, j'entre, il ferme la porte à clé derrière moi. Je regarde la pièce qui est juste en avant de moi, c'est un salon, et je sens tout de suite qu'il n'y a pas de femme qui vit dans cette maison. Je ne vois aucune, je veux dire, ça me frappe tout de suite qu'il n'y a pas de touche féminine dans la maison. Et quand je regarde à ma droite, je vois une chambre avec un lit, on a déjà soulevé les draps. Instinctivement, je panique et je bifurque sur la gauche, et c'est la cuisine. Et quand j'entre dans la cuisine, il me suit à la cuisine et c'est une petite cuisine. Donc, il s'assoit et ça se met entre la porte et moi. Il m'invite à prier. Alors, pendant la prière, ses mains se baladent et je comprends tout de suite que je me suis fait prendre un guet-apens. Alors, j'enlève ses mains, je lui crie après, je, je, je pète un câble et il se met à pleurer. Il me supplie de me calmer. Il me supplie de ne pas en parler surtout. Il m'explique que ben, c'est la chair qui a été faible. Bref, ce que j'entends, c'est que la thérapie qu'on voulait me vendre ne fonctionne pas. Je sors de là et je ne retourne plus dans l'église parce que je me dis, ben, si ça s'est passé comme ça, déjà, qui va me croire? Et de deux, c'est pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que si le pasteur m'a confié à quelqu'un d'aussi prédatorial, de ce calibre-là de prédateur, je préfère ne pas retourner. Je voulais pas me mettre en danger, je ne retourne pas. Mais cependant, je suis quand même, dans ma tête, ça n'a pas fonctionné parce que je suis tombé sur les mauvaises personnes. Ce n'est pas que
c'est pas que je suis, que c'est pas que ça ne fonctionne pas. Mais je savais plus à qui me vouer. Donc, j'ai vraiment, vraiment plongé encore plus profond dans la dépression. Et je me disais que Dieu ne m'aime pas. Il me tend la guérison comme une carotte et chaque fois que je m'approche, j'ai l'impression qu'on me fait courir, on dépasse la ligne d'arrivée. Pour moi, selon ma lecture personnelle de la chose, que j'avais déjà commencé, vous voyez déjà, j'étais naturel, un peu comme Stéphane disait, je marchais, j'avais mes gestuels, je me posais pas cette question-là en amont. Ma façon de parler était, mais c'est toujours les autres qui disaient, ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas ceci. Donc c'est inconsciemment cet environnement malsain m'a influencé mon état d'esprit et ça a déjà été déjà cette graine. La thérapie de conversion, c'était juste un moyen en fait, hein. Donc, je me suis dit, c'est peut-être juste le moyen. Et c'est comme ça, après, je suis arrivé à un moment donné je suis sorti de l'Église catholique, hein, parce que c'était juste réciter Notre Père, je vous salue Marie, je ne sais combien de fois. Ça a commencé à me saouler un peu comme Stéphane. Je me suis dit, ça, c'est pas efficace. Il me faudrait quelque chose d'autre. Et puis c'est là, à un moment donné, j'étais tombé sur des gens, des anciens collègues de travail, parce que dans mon travail aussi, je me faisais traiter de PD. Donc, ils m'ont dit, j'ai peut-être une solution pour toi. Donc, on m'a amené dans une église évangélique. Et un peu comme Stéphane, il y avait des choses comme ça. Tu as le pasteur, et il avait aussi d'autres personnes, je ne sais plus comment on les appelle, qui les aidaient. Pareil, il y avait l'imposition des mains, ça commençait à trembler, ça commençait à crier dans tous les sens. Je me suis dit, dans quelle histoire? Oh, là, la première fois, j'ai dit, mais où est-ce on m'a amené là, hein? Parce que franchement, j'avais peur. Parce que vous entendiez des cris, des fois, les personnes se mettaient à courir, à bousculer les chaises. J'ai dit, mais où je suis là? J'avais déjà envie de partir. Mais bref, on m'a dit que c'est un peu normal, c'est l'esprit démoniaque qui a sur ces gens-là, ça, qui fait que les gens le font. Donc de me rassurer là-dedans. Donc, je suis resté et au fur et à mesure, j'ai continué et à un moment donné, j'ai été voir le pasteur pour lui expliquer mon problème, entre guillemets, que j'ai une attirance envers les hommes et que je sais que c'est mal, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est là que le pasteur m'a dit qu'il serait important faire des jeûnes et des prières et des jeûnes de plusieurs heures qui commençaient à 6 heures du matin pour se finir à 18 heures. Donc, c'est là que j'ai été vraiment à l'étape supérieure. Et aussi, je devais lire des versets de la Bible. C'était le psaume 23, je m'en rappelle, et le psaume 91, que je devais lire à chaque fois, tout le temps durant cette période. Et bien sûr, ne rien manger. Et si jamais, admettons, je ne respectais pas cela, ben, ça annulait tout ce que j'avais fait. Il fallait que je le fasse d'un coup et je crois qu'il m'avait dit que c'était pendant 21 jours, d'une traite, comme ça, pour vraiment Le réussir chanceux. cela. Comment? Je dis le chanceux. Moi, ils m'ont fait c'était 40 jours. Ah, écoute, voilà. Donc, je peux vous dire qu'il y a eu des ratés, hein, entre-temps. Donc, j'ai dit, ah, c'est pas vrai. Donc, parce que des fois, je mourais de faim quand même, hein, depuis 6 heures du matin, hein, ne rien manger à part boire de l'eau et prier. Ça devenait dur à un moment donné. Donc, il y a eu des ratés et je me rappelle, accompagné de ça, le pasteur est venu parce que je devais faire un compte-rendu au pasteur pour savoir comment ça allait. Et aussi, il y avait des groupes de prière dans l'église qui venaient prier pour moi, justement, pour pouvoir m'aider, etc. Je me rappelle aussi, j'allais aussi souvent à l'église. J'allais quasiment tous les jours à l'église aussi pour pouvoir m'aider parce qu'ils m'ont dit de ne pas rester seul là-dedans. Donc, de venir à l'église, on va être là pour moi, on va m'épauler, etc., etc. Stéphane, tu nous faisais comprendre que tu avais vécu un peu la même chose que Rafata au niveau des heures de jeûne. Toi, c'était 40 jours. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, voilà, lors de la première tentative, c'était pas des horaires comme celui de Rafata, je devais faire un jeûne pendant 40 jours et j'avais droit à un verre de jus d'orange et un verre de lait tous les jours à 18 heures. Si 18h01
me trouvait, je n'avais pas fini, je n'avais pas bu mon jus d'orange et mon jus et mon lait, ben, je devais attendre le lendemain. Donc, j'avais pas le droit de boire de l'eau. J'avais pas, J'achetais juste un verre de jus d'orange et un verre de lait pendant 40 jours. Naturellement, je n'ai pas tenu. Je suis retrouvé à l'hôpital pour malnutrition. On m'a gardé à l'hôpital 3, 4 jours et ensuite, on m'a libéré. Le pasteur m'a fait savoir que je dois recommencer parce que j'ai pas fait 40 jours. J'ai réessayé encore. Cette fois-ci, je n'ai pas tenu, j'ai même pas tenu 2 semaines. Je crois que j'ai tenu 2 semaines et 2 jours. Mais là, mes voisins m'ont retrouvé. Je suis retourné à l'hôpital encore. C'est pour ça que le pasteur a trouvé qu'il était important que je parte en thérapie de conversion parce que je dirais en centre, parce que le faire par moi-même, je n'y arriverai pas. Donc, vous avez entendu, Rafata et moi, on n'a pas la même expérience. Cependant, celle que Rafata a vécue lors de la deuxième tentative au Cameroun, c'était à peu près ça. C'est-à-dire, on nous réveillait le matin vers 4 heures, on priait de 4 heures, le 4 heures vers jusqu'à 6 heures, 6h30, et on jeûnait, on continue de jeûner toute la journée. Et le soir, on repriait encore de 18 heures à 20 heures, 21 heures, et après quoi, on avait le droit de manger. Mais là, tu pouvais manger à ta faim. Juste que il faisait chaud. Moi, c'était en décembre. C'était en décembre, même pas décembre, c'était en janvier. Et ben, il fait chaud, vraiment chaud. Donc, tu passes ta journée dans la chaleur, tu peux pas boire. Donc, c'était ça, mon expérience. Psychologiquement et émotionnellement, quel a été l'impact de ces thérapies sur vous? Comment vous vous sentiez? Alors, déjà, l'émotion que j'ai eue au début, c'était l'espoir. Parce que déjà que quelqu'un te dise qu'il y a une solution à ton problème, ben, tout ce que tu veux, c'est y croire. Donc, au début, j'étais plein d'espoir. Je me disais, ah, enfin, je vais être normal. Et plus la thérapie, ça commence, c'est très difficile. Donc, au début, tu te dis, ah, est-ce que je vais y arriver? Et le temps passe, tu t'accroches. Moi, c'était au Cameroun que c'était vraiment un choc. C'est qu'à un moment donné, tu es prêt à dire et à croire n'importe quoi. Tu es dans un tel état de dépossession de soi que tu es prêt à croire et dire n'importe quoi. Tu es prêt, je me sentais tellement, j'avais tellement envie d'y croire. Et la désillusion vient au moment où ben, le pasteur me dit, je suis guéri. Et là, je le regarde, je dis, mais je ne vois plus, je ne sens pas la différence. C'est là où j'ai commencé à me dire, OK, il y a quelque chose là qui ne tient pas la route. Et quand on parle de dépression, ça a été vraiment le point le plus profond de ma dépression. Parce que je, je reviens en Allemagne ayant le sentiment que ben, Dieu me fait des blagues. Dieu me fait des blagues. Je ne suis pas important à ses yeux. Je suis important aux yeux de personne. Je n'ai, je suis, je- Ma vie n'a pas de sens. Je fais quoi ici? Si même Dieu ne veut pas m'aider, qu'est-ce que je fais? Parce que mes parents en Afrique sont convaincus que je suis guéri. Donc, leur dire que ça n'a pas marché, c'est la déception que je leur impose. Surtout que le pasteur leur a fait bien comprendre que si quelque chose se passe après, c'est de ma faute à moi. Donc, qu'est-ce qui me restait? Qu'est-ce qui me restait? Comme Stéphane, tu vois, il y a eu une petite lueur d'espoir parce que il y a cette recherche en fait de solutions, de choses pour pouvoir en fait rentrer dans ces codes. Donc c'est sûr que sur le coup, il y a eu cet espoir, mais ça c'est sur le moment. Maintenant, quand j'ai commencé à entrer dedans, c'est sûr que j'ai eu vraiment un sentiment de tristesse et parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi simple que je me le serais imaginé. Voyez, les choses que ça demande, l'implication que ça demande physique, mentale et émotionnelle était vraiment énorme. Donc, c'est sûr, il a commencé à avoir cette tristesse et même cette forme de regret à me dire, est-ce que j'ai eu raison de m'embarquer là-dedans? Parce que moi, je ne pensais pas que ça aurait demandé autant d'efforts, autant d'implications et le sacrifice aussi que ça demande parce que, excusez-moi, de ne pas manger pendant plusieurs heures, de jeûner pendant plusieurs heures, excusez-moi, et juste boire de l'eau. Sur plusieurs jours, Oui, précise. voilà, plusieurs heures sur plusieurs jours. Je me suis dit, mais
sur le moment, après ça, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué sur le coup? Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Et c'est vrai que ça a créé cette dépression. Et je peux vous dire aussi, l'autre chose qui a créé aussi cette, encore cette dépression et cette déprime, c'est que vous voyez, c'est à travers le regard des autres. Parce que moi, je me suis dit, le fait que je commence cette thérapie pour me reconvertir à l'hétérosexualité. Donc, je me dis, il va y avoir certains changements significatifs dans ma gestuelle. Et quand j'entends le voisin, la voisine, le camarade de classe dire, «Hé, la femmelette, regarde comment tu fais, regarde ce que tu fais avec tes mains», des trucs comme ça. Donc là, tout de suite, c'est un indicateur pour me dire, «Ah, c'est pas bon» ou bien «J'ai mal fait un truc». Donc il y avait cette culpabilisation vis-à-vis de moi parce que j'ai dit normalement, parce que je m'étais pas dit hein, que c'était ce truc qui était de la bêtise. Hein. Je me suis dit que c'était moi. Je me suis mis le blâme sur moi qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. Je redoublais d'efforts parce que je me suis dit, les autres vont être justement cet indicateur que ça fonctionne. Donc, je vais être entre guillemets viril, je vais marcher les jambes écartées, m'asseoir à 300 avec les jambes écartées. Voilà, dans ma gestuelle sera masculine, voyez? Et dès que je vais voir une fille, ça va durcir en bas. Et comme c'était pas du tout ça, donc c'est clair que ça a été compliqué pour moi. Et à partir de quel moment vous avez eu le déclic et vous vous êtes dit, bon, ça suffit maintenant, je vais quitter tout ça et je vais reprendre ma vie. Le déclic pour moi, déjà, quand le pasteur me dit que je suis guéri et que je le regarde et que je ne comprends pas de quoi il parle, ça a été le ah. Et ça a été une période je vais dire, j'ai glissé dans la folie. J'ai vraiment, j'ai glissé tout doucement dans la folie et je me suis retrouvé en psychiatrie. Et c'est en psychiatrie, je suis confronté à ma réalité. C'est en psychiatrie que je dois m'avouer à moi-même et avouer à tout le monde autour de moi ben, qui je suis. Et là, j'ai pas eu le choix. Bon, si j'ai eu le choix, soit me laisser mourir, soit remonter la pente. Il y avait plus d'autres moyens. J'étais déjà touché le fond. J'avais tout perdu. Et parce que en psychiatrie, ben, c'est pas comme si tu vas en psychiatrie là et tu as accès au téléphone pour appeler ton patron pour lui dire, ben, je suis en psychiatrie, regarde mon travail. Non, ils ne m'ont pas vu pendant un bout de temps. Ils ont simplement annulé mon contrat. J'ai tout perdu. Et j'avais pas le choix que de dire, OK, qu'est-ce que je fais de ce qu'on n'a pas pu me prendre? Et le choix a été de continuer de remonter la pente. En 2017, je me rappelle, j'avais été sur un groupe Facebook de prière et j'avais déposé une annonce pour demander aux gens de prier pour moi, pour qu'on puisse m'aider à me libérer de cet esprit d'homosexualité. Et la dame, il y a une dame chez qui je vivais, elle a vu cette annonce, tout ça, et elle est venue me parler. Pas pour me faire la morale, tout ça, mais elle est venue me parler vraiment, en fait, pour me dire, en fait, je sentais sa peine et aussi son, le choc de sa part de voir, en fait, l'image, en fait, que j'avais de moi. Et j'ai ressenti sa peine et me dire, mais pourquoi est-ce que tu t'infliges ça, en fait? Pourquoi est-ce que tu te fais ça? Tu sais que tu es normal. Si on ne te l'a pas dit, moi, je te le dis, tu es normal. Et parce qu'elle me dit, elle s'est permise de me dire ça parce que ça l'a brisé le cœur de voir mon annonce sur ce groupe pour que je demande à des gens de prier pour moi. Elle me dit, tu es normal, tu n'as rien à faire. La seule chose, c'est qu'il est important que tu puisses pleinement accepter qui tu es et que tu puisses assumer. Mais tu sais très bien que ça ne changera rien à ta vie. Et effectivement, ça faisait des années que je faisais ça. Ça n'avait rien changé. Mais tout de suite, ces paroles ont été réconfortantes et ça m'a aidé aussi à sortir de ce brouillard dans lequel j'étais et à pouvoir y voir au clair, justement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est vrai, elle a raison. Je me suis pas levé un matin pour dire que je vais aller m'exciter derrière un gars quand je vois un type de gars. Ça vient naturellement. Et c'est là tout de suite, au fur et à mesure, j'ai arrêté grâce à ça, mais le déclic est venu d'elle. Bon, tant mieux.
Et c'est vrai que j'avais réussi à trouver certains religieux dans mon entourage. Et je me rappelle pareil, hein, ils m'envoyaient des versets pour lire pour ma délivrance. Donc finalement, je leur ai dit que j'arrête tout ça. Dites-vous bien que ils se sont éloignés de moi, hein, puisque j'ai décidé de rester dans le péché. Donc, ils se sont éloignés de moi. Sur le coup, ça m'a fait mal, hein, parce que vous savez, hein, j'ai quand même cette blessure. Je suis quand même un individu, comme Stéphane disait, qui a ses blessures, qui a ses traumas. Leur agissement m'a confronté à ces blessures que j'ai depuis l'enfance. Ce sentiment de rejet et d'abandon, ça m'a fait mal sur le coup. Mais j'avance, vous voyez? Et ça, c'est la meilleure décision que j'ai faite je suis l'individu qui vous parle. Du coup, est-ce qu'il y a des moments particulièrement marquants ou des anecdotes que vous pourriez nous partager ou souhaiter partager concernant votre expérience avec les thérapies de conversion? Ah, ok, en fait, tu pointes, c'est vers moi. Alors, si je, quand j'étais au Cameroun, parce que quand je suis allé au Cameroun pour la deuxième thérapie, une des choses que nous faisions, c'était les matins après la prière, j'allais faire du sport avec mon père. Et on était au Parco Vita, je ne sais pas si vous connaissez le Parco Vita, bref, c'est un chemin où tout le monde se trouve à faire du sport. Et je rencontre la maman d'un ami d'enfance qui me reconnaît et m'arrête tout de suite. Et cet ami-là, je peux vous dire, était mort 1 an et demi plus tôt et je n'avais pas compris les circonstances de sa mort. Et sa maman m'arrête et ben, je vois la main de mon amie, elle me tient la main très fort et elle refuse de me laisser partir. Donc, je marche avec elle. Et pendant la marche, elle m'explique que mon ami est mort de suicide. Il s'est suicidé parce qu'il était gay. Il a fait la thérapie de conversion et ça, c'est les mots de sa mère, hein, et ça a eu raison de lui. Alors, quand elle me dit ça, je suis un peu le genre, je dis waouh, déjà que, je n'ai pas soupçonné mon ami d'avoir été gay. Je pense que j'étais trop jeune pour remarquer des affaires. Je dis, j'ai pas soupçonné. Il n'était pas féminé. Donc, moi, c'était ma référence là-bas, il n'était pas féminé du tout. Donc, je pense que une leçon apprise. Mais surtout que j'ai vu la désolation, j'ai vu elle était en vie devant moi, mais je sentais une partie d'elle était partie. Ça a été un choc. Ça a vraiment été un choc. Et je crois quand j'ai voulu me suicider la dernière fois, cette image-là m'est venue. Parce que tu meurs, mais tu ne guéris rien. Les gens à qui tu vas manquer, les gens qui t'aiment, qui ne vont pas comprendre que leur amour n'était pas suffisant pour te rassurer que tu avais une valeur sur cette terre. Ça a été cette année, c'était un truc qui m'avait vraiment, vraiment marqué. Sur le moment, j'ai pas su digérer ça, mais le moment où j'ai voulu en finir, cette image-là m'est revenue. Et cette image m'est revenue et ça m'a donné la force de rester debout et d'avoir l'espoir que peut-être quelqu'un pour qui je compte me fera signe que je compte. Au moins avoir l'espoir. Le truc qui m'a marqué avec ça, c'est que moi, ainsi que d'autres personnes, en fait, ça me fait toujours rire. En fait, qui pratiquent, tu vois, ces thérapies, et surtout celles qui après vont faire des témoignages, tout ça, qui vont faire des témoignages, tout ça, que Dieu les a libérées, elles ont été libérées, tu vois, de cet esprit d'homosexualité, et qu'après ça vient me draguer sur des sites. Ça, 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 c'est le truc. J'ai dit, ah, mais ça vient témoigner que tu as été libéré de l'esprit d'homosexualité, mais tu viens me draguer. Donc ça, c'est la première anecdote. Elle est marquante, mais humoristiquement parlant. C'est marquant humoristiquement parlant. Il y a eu celle-là et aussi, vous voyez, c'est moi, mais je vous l'avais dit aussi, ça m'a marqué, vous voyez, parce que comme je croyais à l'époque Dieu comme faire à ça. Et justement, le fait de voir, autant je m'impliquais à fond, hein, même au point comme Stéphane, j'ai failli des fois, j'ai fait attention à ne pas me retrouver à l'hôpital. Des fois, c'est pour ça que des fois, j'ai pas respecté parce que là, j'étais à un stade, il fallait que je mange.
Donc, j'ai mangé. Mais justement, et quand j'ai vu que pendant que je faisais ça, que voilà, tu sais, sur le coup, je me suis dit, mais comme je disais, je me suis mis le blâme, mais c'est maintenant avec le recul, je me dis, ben, parce que techniquement, j'étais supposé ne pas bander face à un garçon et normalement devant une fille. Je me rappelle, je regarde des filles, je regarde, qui n'a pas essayé ça? Je regarde des filles passer et ça dure, ça monte pas, ça monte pas. Parce que j'essaie de voir par rapport à tout ça. Est-ce que ça. Donc je suis là, mais ça monte pas. Ça ne monte pas. Puis il y avait un gars spécifique, bien sûr, et ça montait. J'ai dit, ah, OK. Donc, c'est pour vous dire les deux trucs là qui m'ont marqué avec ça et avec les soi-disant qui ont été libérés, mais qui viennent vous draguer après. Ça, voilà. C'est ces deux choses. Juste pour rebondir dessus, je pense que les deux extrêmes que j'ai eus, c'est-à-dire les plus homophobes que j'ai rencontrés, et aussi ceux-là qui m'ont fétichisé, les deux extrêmes, sont les gens d'église, les deux extrêmes. Pouvez-vous expliquer comment votre expérience a affecté votre identité LGBT et votre relation avec votre propre identité du coup? Une chose que la thérapie de conversion m'a appris sur moi-même, sans le vouloir, c'était que je suis comme je suis. Je peux faire des efforts pour améliorer mon comportement envers les autres, envers moi-même, mais je ne peux pas changer foncièrement qui je suis. Pour moi, ce que cela m'a appris, tu vois, c'est surtout de qu'il aurait cru que j'aurais dit ça. Mais ça m'a aidé, tu vois, à pleinement assumer qui je suis réellement. Parce que justement, je ne l'assumais pas. On va dire que c'est un processus, vous voyez, parce que je suis toujours dans ce processus, mais là, au moins, je sais clairement qui je suis, ce que je veux et bien sûr ce que je ne veux pas. Parce que ça aussi, c'est important. Et je travaille à chaque jour là-dessus. J'estime que rien n'est forcément fixe, rien n'est forcément coulé dans du béton parce que la vie est impermanente. Donc, même au niveau de l'orientation sexuelle, l'identité, ça peut évoluer dépendamment des gens. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, peut-être que dans quelques temps, si on se reparle, je pourrais vous dire autre chose. Parce qu'avant, J'étais je croyais dur comme fer, ben, c'était homosexuel, il y avait plus rien et là maintenant, vous voyez, je dis bisexuel. Donc tout est possible, comme je dis si bien, je ne dis pas Fontaine: «Je ne boirai pas de ton eau». Si vous aviez des conseils pour des personnes qui sont passées par la même chose que vous, que serait-il? Et comment est-ce que vous leur demandez de se comporter et d'éviter de tomber dans les mêmes pièges? Voilà quoi. Ok, euh, je dirais déjà, j'ai d- déjà que les gens sachez que vous n'êtes pas seul, parce que ce sont des grands moments de solitude qui parfois nous poussent à aller se retourner vers la thérapie de conversion. Et je dis aussi à mes amis chrétiens, hein, ben, si vous dites vraiment que Dieu ne fait pas d'erreur, pourquoi ce serait vous l'erreur, puisque Dieu n'en fait pas? On est tous nés comme on est nés, on a tous un objectif dans la vie, on a tous un destin, on a tous quelque chose à apporter de beau au monde. Notre différence n'est pas une différence qui fait du mal. Au contraire, si on regarde de près, on apporte beaucoup de beauté, on apporte beaucoup de joie, on apporte beaucoup de vie. Et il faudrait vraiment qu'on essaie de regarder au fond de nous, cette part de nous-là qui nous appartient, qui est à nous, qui fait de nous qui nous sommes, beaucoup de tendresse et qu'on la valorise. Et que les gens qui nous regardent et nous projettent sur nous leurs peurs, leurs craintes, leurs inadéquations, leur, tout ce qui leur manque, qu'on reconnaisse pour ce que c'est. Qu'on sache que nous, on est bien, on est vraiment exactement comme Dieu, si on y croit, nous a créés pour être et, et on laisse chacun porter sa croix, c'est ce que je dirais. Pour moi, je dirais pour les personnes qui sont passées par là et qui malheureusement passent encore par cette phase, parce qu'il y en a aussi encore. Faut pas l'oublier et malheureusement, il y en aura encore. Donc c'est déjà
de déjà faire en sorte à ce que vous puissiez avoir un réseau. Parce que ça, c'est important parce que comme disait Stéphane tout à l'heure, il y a ce sentiment de solitude. On est seul et il y a aussi ce sentiment de vivre seul, que c'est uniquement soi qui vivons cette situation et pas les autres. Et c'est pour ça que des choses comme ça, le fait que moi ou Stéphane, on donne notre témoignage là-dessus, ça pourra aider des personnes aussi à se reconnaître, à faire écho à leur situation personnelle. C'est pour ça que je dis, si vous avez la possibilité de vous entourer, pas de n'importe qui, une personne de confiance avec qui échanger, ça sera déjà bien. Parce que tout intérioriser, parce qu'on est tous passés par là, mais intérioriser à tout le temps intérioriser, ça devient très néfaste à moyen long terme. On peut se créer des malaises et des maladies dans le corps. Donc, justement, pour éviter cela, si vous avez cette possibilité, entourez-vous. Et c'est pas obligé que ça soit obligatoirement des gens dans votre quartier. Maintenant, avec tous les outils technologiques, si vous avez la possibilité de pouvoir vous trouver une ou plusieurs personnes avec qui échanger, même de manière virtuelle, faites-le. Ça pourra toujours être intéressant pour vous et une forme de bouée de sauvetage pour vous aider. Ensuite, si vous pouvez, ça c'est la deuxième étape, mais ça dépendra de votre situation et de vos moyens, de quitter l'environnement dans lequel vous êtes. Faites-le, car que vous le vouliez ou non, votre environnement va impacter sur votre personnalité, sur votre façon de penser et d'agir. Ça a été mon cas, ça a été le cas de Stéphane ainsi que tout le monde. Donc, à un moment donné, ça sera une autre étape, mais de trouver les moyens suffisants, les moyens économiques, les moyens humains pour pouvoir vous y aider. Sinon, si vous êtes encore là, soyez stratégique, bien évidemment. Soyez stratégique pour votre protection, pour votre sécurité. Toujours essayez de vous bâtir un réseau solide et un réseau de confiance, bienveillant et respectueux. Merci d'avoir écouté cet épisode des ombres LGBTQ+, sur les thérapies de conversion. Si cet épisode vous a plu et que vous trouvez notre discussion importante, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ensemble, continuons à briser les clichés, promouvoir l'acceptation et soutenir la diversité au sein de la communauté LGBTQ+. Si vous souhaitez partager votre expérience ou avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail indiquée dans le descriptif de l'épisode. Je remercie chaleureusement nos invités Stéphane et Rafata pour leur générosité. Je remercie mes amis Arte et Yuri et à bientôt les ombres.